fait, Sarah. Mesdames et messieurs, merci de nous accueillir chez vous. On parle d'abord du premier forum international de l'évaluation. Il s'est ouvert hier à Dakar. La rencontre est organisée par le réseau francophone de l'évaluation en partenariat avec l'État du Sénégal et l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Elle se veut un temps fort de plaidoyer en faveur de l'évaluation comme vecteur de bonne gouvernance publique. Fatoumata Banelba. Pour une première, le Forum international francophone de l'évaluation a gagné le pari de la mobilisation. 300 participants de l'association francophone ont pris part à la rencontre. Moment ne pourrait être mieux choisi pour expliciter aux participants le terme évaluation. Ce mot fait peur parce qu'il est encore mal compris, qu'il est assimilé à du contrôle, voire à de la sanction. L'évaluation est avant tout un outil de pilotage des politiques publiques et en même temps peut être un vecteur d'une démocratie modernisée. Après une année de préparation, décideurs politiques, sociétés civiles, partenaires financiers et techniques ont témoigné leur engagement et leur implication dans la bonne gouvernance des pays francophones. Et la question de la transparence est portée au cœur des préoccupations des autorités publiques. Une culture de résultats, de reddition des comptes est en train de se mettre en place progressivement. Et une réflexion est en cours. Si les États veulent développer l'évaluation, il faut qu'elle soit portée par les politiques. Pour consolider le dispositif institutionnel de suivi et évaluation de l'action gouvernementale, le président de la République a créé une commission d'évaluation des programmes et politiques publiques rattachée à la présidence de la République, qui, une fois mise en route, devra encadrer la pratique de l'évaluation dans notre pays. Le Forum international francophone de l'évaluation se tient en prélude du 15e sommet de la francophonie. L'organisation francophone compte amorcer un plaidoyer pour l'évaluation dans les pays en développement. Et puis justement, à un mois de du 15e sommet de la francophonie, certains documents ont été déjà approuvés et la déclaration de Dakar prend petit à petit forme. Le Sénégal a respecté toutes les exigences consignées dans les prérequis des sommets de la francophonie. Jugement fait à l'issue de la 6e mission de l'OIF qui s'est achevée hier. Explication avec Daraba. Cette rencontre qui est intitulée La francophonie, de l'inspiration originelle aux défis actuels, s'inscrit dans le cadre des grandes conférences internationales que nous organisons depuis quelques mois. Ça va nous permettre de réfléchir sur ce qui a fondé la francophonie, la question de la langue, la question des valeurs, la question de la culture, la question de la solidarité, et d'ouvrir cette réflexion sur les perspectives et les défis actuels comme le numérique. Je le disais tantôt, le numérique est devenu non pas seulement une culture, mais une civilisation. Parce que le numérique installe de nouveaux types de relations entre les peuples et les personnes prises individuellement, mais également ça nous implique de nouveaux modes de pensée et de nouveaux modes d'action. Et tout cela entre dans le cadre de la préparation intellectuelle et scientifique du colloque. Parce que toutes ces conclusions seront mises à la disposition des chefs d'État et de gouvernement, à la disposition des différentes instances de la francophonie, à la disposition de l'ensemble des acteurs de la francophonie. L'histoire de la francophonie, on l'aura deviné, est naturellement marquée au-delà de la posture d'une institution internationale par des histoires d'hommes et de femmes. Il s'agit d'abord de l'histoire des pères fondateurs, dont le président poète Léopold Sédar Senghor, qui ont supporté par leur engagement militant un projet. Il s'agit ensuite de la détermination et du courage de ces millions d'enseignants, d'artistes, d'hommes de culture, de scientifiques, de hauts fonctionnaires qui au quotidien, patiemment et passionnément, contribuent à créer une communauté de valeurs, une communauté de savoir et de savoir-faire. Il s'agit enfin de ces femmes et de ces jeunes, couches les plus importantes de notre communauté, véritable force montante de l'espace francophone qui suscite tous les espoirs, les femmes et les jeunes que nous avons choisis comme thème du sommet sont l'avenir de la francophonie.
Voilà, on s'excuse bien évidemment et on y reviendra bien sûr, peut-être avant la fin de ce journal. Les suites de la tournée du chef de l'État dans le nord du pays, Macky Sall, est présentement à Bakel, où il visitera les cuvettes de Fouligol et de Jawara Moderi. On s'arrête justement ce matin sur ces deux cuvettes. Sur place, les producteurs se disent prêts pour l'atteinte de l'autosuffisance en riz dans la région, mais il se pose un problème d'aménagement, sans compter les coûts de l'électricité dans les stations de pompage. Reportage signé Abdoulaye Sinkari. Cette 6e mission du comité de pilotage des sommets de la francophonie a été surtout marquée par des visites de terrain. D'abord, le Grand Théâtre National, le site dont certains espaces sont en train d'être aménagés, abritera pendant une vingtaine de jours le village de la francophonie à partir du 24 novembre prochain. Diversité et développement culturel, et le développement culturel fait toute la différence parce qu'elle réfère à l'économie créative. Et c'est ça aussi qui a un peu guidé le choix des manifestations que l'OIF a décidé d'accompagner. On a décidé d'accompagner des activités, des projets structurants, ça va de l'artisanat de luxe à travers la mode jusqu'au hip-hop, c'est-à-dire aux arts urbains. Et voilà, on attend, on pense que ça va bientôt se faire. Et aussi, on a beaucoup discuté technique par rapport à la salle, par rapport aux activités culturelles, parce que le secrétaire général va procéder à la remise du prix des 5 continents. Il y a eu ensuite le déplacement au Centre international des conférences de Dakar, avec l'ouverture de la bretelle de l'autoroute à péage aux délégations au Sénégal et organisations internationales de la francophonie. À l'ouverture du Centre international des conférences, les deux parties ont refait le circuit officiel du 15e sommet de la francophonie. De l'accueil à l'ouverture officielle, en passant par les salons d'honneur, les restaurants VIP et aux salles à huis clos, entre autres. Des étapes ponctuées, parfois des séances de réglage. Cette revue en détail n'a pas empêché aux membres du conseil d'orientation du sommet de Dakar de rester admiratifs. Je ne voudrais pas vendre la peau du loup, mais je peux espérer, avec tout ce travail qui a été abattu, que le sommet de Dakar sera un sommet exceptionnel au niveau de la francophonie. Mon grand réconfort, en tant que conseiller et observateur du côté de l'organisation par rapport aux réalisations énormes qui ont été faites par le Sénégal, c'était un vrai défi. Finalement, le tout a été réalisé en 11 mois et répond totalement aux exigences que nous avions indiquées. À la restitution des travaux de commission, le point a été fait sur le contenu du sommet de Dakar. Le cadre stratégique de notre organisation, la stratégie jeunesse de notre organisation, la stratégie économique à proposer au chef d'État ont été élaborés, conçus et adoptés au niveau des instances de Paris. Tous les délégués des autres pays sont unanimes à dire que nous avons travaillé en un temps record, dans un contexte exceptionnel, avec une grande générosité. Cette plénière marque également la fin des réunions bilatérales entre organisations internationales, la francophonie et le Sénégal en direction du sommet de Dakar. Le sommet se tienne dans les conditions les meilleures possibles et que tous les efforts que nous avons consentis jusque-là ne soient pas des efforts vains et qu'au sortir de ce sommet-là, que d'autres perspectives en fait puissent en être dégagées, en fait de donner de nouvelles tournures à cette francophonie. Fort de ces acquis, la délégation générale pour l'organisation de la francophonie va procéder à une répétition générale de grandeur nature dans les jours à venir. Une petite erreur dans l'agencement des éléments. C'était le reportage de Dahaba au mois du 15e sommet de la francophonie. Certains documents ont été déjà approuvés. La déclaration de Dakar prend petit à petit forme. Le Sénégal a respecté toutes les exigences consignées dans les prérequis des sommets de la francophonie. Jugement fait à l'issue de la 6e mission de l'OIF qui s'est achevée hier.
Les suites de la tournée du chef de l'État dans le nord du pays, je vous le disais, Macky Sall est présentement à Bakel où il visitera les cuvettes de Foulingol et de Diawara Moudiri. On s'arrête justement ce matin sur ces deux cuvettes. Les producteurs se disent prêts pour l'atteinte de l'autosuffisance en riz dans la région, mais il se pose un problème d'aménagement sans compter les coûts de l'électricité dans les stations de pompage. C'est un reportage signé Abdoulaye Sinkari. Avec un potentiel de plus de 24 000 hectares, Bakel fait partie depuis quelques années de la zone d'intervention de la SAED. Ici, l'on croit beaucoup à la riziculture, mais l'emblavement des périmètres est noyé très souvent par des aménagements défectueux. Jusqu'à présent, il reste un peu pour les aménagements, certes. Mais nous, notre problème majeur, c'est l'eau. Et dès qu'il y a l'eau et les intrants, on a des cultivateurs ici chevronnés, ce n'est pas pour les loagers, mais vraiment qui peuvent vraiment faire des récoltes pour... Comme l'a défini la politique du président de la République, l'autosuffisance en riz, franchement, si on a le nécessaire, vraiment, on peut vraiment répondre à toutes les aspirations de nos autorités. Cette année, la crue a été de courte durée, mais à Moudiri, 25 km de Bakel, les producteurs gardent le souvenir amer des inondations d'il y a 4 ans. Il y a une dite là-bas qui a cédé, hein, qui a inondé les champs. On est resté 2 ans sans exploiter. Alors les facteurs tombaient quand même, jusqu'à presque 80 millions, et qu'on ne sait pas d'où ça vient. Atteindre l'autosuffisance en 2017, c'est l'ambition de l'État. La SAED porte le combat, Bakel nourrit Tamba, un slogan, un défi. On a fait des efforts cette année avec l'avènement de la CNCA qui s'est installée à Bakel. On a trouvé des compromis pour permettre en tout cas à ces producteurs de pouvoir trouver l'électricité, d'avoir le crédit avec la banque, de trouver des fournisseurs pour avoir en tout cas tous les intrants. Avec le programme PRACAS que l'État a mis en place, avec en tout cas la volonté de la SAED, en tout cas de vouloir pousser plus maintenant le programme que l'État a mis en place pour l'autosuffisance en 2017, nous sommes à peu près sûrs, et avec déjà l'engouement que nous voyons au niveau des producteurs, avec aussi l'incertitude de cet hivernage où les gens ne peuvent plus aller sur le guéri, ne peuvent plus aller sur la décrue, la seule et bonne alternative, c'est vraiment d'arriver à cultiver dans la culture irriguée. Dans les stations de pompage, le coût de l'électricité est jugé élevé par les producteurs. Avec l'énergie solaire, les factures pourraient être amorties. Voilà pour ce reportage, mais également ce matin sur l'exploitation du phosphate à Matam. La région est en passe d'atteindre une toute autre dimension. Elle va être sous peu un hub dans le secteur, de quoi nourrir les ambitions pour son développement. Seydina Lindigo. Il remet sa casquette d'ingénieur géologue géophysicien. Quand il foule cette exploitation minière de Denori à Matam, le président Macky Sall est tout sauf en terrain inconnu. Sur ce site, les indices de présence de phosphate remontent aux années 1930. Les découvertes sont faites entre 1980 et 1984. Il a fallu attendre plus de 20 ans pour y voir une extraction de grande envergure en 2008. En 2010, y est implantée une unité de granulation. 2014 sonne comme l'année des réelles concrétisations pour l'exploitant, la société minière de la vallée du fleuve Sénégal, Somiva. Il a beaucoup fait la promotion du secteur minier. Il a fait le code minier qui est actuellement en cours de vérification depuis 2003, la déclaration de politique minière qu'il a faite, et ensuite il a fait la relance du secteur minier. Et dans cette relance du secteur minier, le projet phosphate de Matam en faisait partie. Il l'a toujours soutenu partout où il a été, et aujourd'hui, nous sommes très fiers de le voir aujourd'hui, parce que ce rêve qui a été alors est devenu aujourd'hui une réalité palpable, concrète, que tout le monde peut voir à travers vos masses médias. Et nous savons que sur une distance de 100 km, nous avons toute une bande orientée nord-sud qui fait l'objet d'un prospect très intéressant et beaucoup de permis de recherche de phosphate sont installés dans cette zone et je souhaite qu'ils trouvent autant que nous avons trouvé, sinon plus, pour que le Sénégal soit un pays prospère qui travaille dans le domaine des phosphates et que ces phosphates soient le pôle de développement régional de Matam et pourquoi pas de tout le Sénégal. Conformément au code minier, l'État détient 10% de part dans le capital de la Somiva. La société entend remplir sa mission de responsabilité sociale sur toute la durée de la concession, 25 ans. L'entreprise compte investir chaque année 655 millions de francs CFA en projets socio-économiques. Faites le calcul, vous voyez que ce n'est pas un petit projet. Parce que moi, ce qui m'intéresse,
je suis un patriote, c'est garder l'intérêt du Sénégal. Assurance de la Somiva, l'exploitation du phosphate va en grande partie s'orienter vers la production d'engrais, de quoi renforcer les ambitions agricoles du chef de l'État. L'actualité hors de chez nous à présent, avec d'abord le Burkina. C'est aujourd'hui que les députés se prononcent sur le projet de réforme de la Constitution. Une modification qui permettrait, je vous le rappelle, au président Blaise Compaoré de se présenter pour un nouveau mandat. L'opposition, bien évidemment, est contre ce vote. Il a appelé à marcher sur l'Assemblée nationale ce jeudi. Une fois encore, la foule était dense. La place de la Nation occupée par les manifestants venus dire non à Blaise Compaoré. Syndicats, partis d'opposition, mais surtout société civile, un peu partout dans la capitale, la mobilisation se poursuit. Le message est clair, nous sommes les citoyens de ce pays, c'est à nous de construire ce pays et ce pays doit être construit dans la démocratie. Ce pays ne peut pas être construit dans la monarchisation du pouvoir par un seul clan. Quel que soit ce que ce clan a fait pour le Burkina, leur temps est fini. Dans les rues, les protestataires sont décidés, mais ni leur démonstration de force ni certaines intimidations ne font flancher les députés du parti au pouvoir. Il faut plus pour déstabiliser donc les élus du parti au pouvoir. Non. Moi personnellement j'ai été visité, ils sont venus chez moi à 2 ou 3 reprises, mais c'est pas ça qui va me faire infléchir. Moi j'ai été menacé par les partisans du non. Ils sont arrivés chez moi à plus de 300. Ils ont proféré des menaces contre ma personne, contre les membres de ma famille. Je ne refuse de dire les mots qu'ils ont sortis parce que je ne vais pas empoisonner mon mental avec du négatif. Mais je reste persuadé que nous sommes des Burkinabés et que réellement nous pouvons toujours nous entendre. Nous sommes tous de la même famille et nous pouvons toujours nous entendre. Ce jeudi sera une journée décisive pour le Burkina Faso. La majorité a assuré qu'elle voterait la révision de la Constitution, mais les protestataires ont prévu d'encercler l'Assemblée nationale et d'empêcher les députés d'y entrer. Une assemblée dont on ne peut déjà pas s'approcher. Les rues qui y mènent sont barrées par les militaires. Et puis pour finir, sachez que le nombre de nouveaux cas de fièvre Ebola a diminué au Libéria, le pays le plus touché par l'épidémie. Mais l'Organisation internationale de la santé, l'OMS, précise qu'il serait prématuré d'affirmer que la maladie recule. Une bataille, mais pas la guerre. C'est le message des autorités libériennes. Le pays vient d'annoncer une perte de vitesse d'Ebola, mais l'Organisation mondiale de la santé préfère rester prudente. Vous savez, dire que l'épidémie d'Ebola est maîtrisée, c'est comme dire qu'un tigre est sous contrôle. C'est une maladie très très dangereuse. Il suffit d'un rien pour que l'épidémie flambe. Il suffit d'un enterrement ici et là mal organisé et un nouveau foyer peut démarrer. Ce n'est pas la première fois que les autorités enregistrent un déclin de la maladie. La baisse de la mortalité liée au virus s'explique souvent par les cas non répertoriés. Les malades ont souvent peur de dire qu'ils ont été infectés ou souhaitent simplement enterrer leurs proches eux-mêmes. La prudence est donc de mise, même si cette fois l'Organisation mondiale de la santé semble optimiste. La Croix-Rouge du Libéria a comptabilisé 100 corps cette semaine dans le comté autour de la capitale, contre 300 en un seul week-end début septembre. Le gouvernement affirme que seule la moitié des lits sont occupés dans les centres spécialisés. Selon l'envoyé spécial de l'ONU dans le pays, le déclin de la maladie est le résultat de précautions sanitaires. Il ne faut toutefois pas crier victoire. De l'autre côté de la frontière en Sierra Leone, la fièvre Ebola a enregistré une nette progression ces derniers jours. Voilà pour l'essentiel de l'information de ce jeudi matin.